Bonjour, bienvenue à chacun d'entre vous à ce forum sur l'adaptation au changement climatique. Nous allons démarrer dans une minute. Merci aux intervenants qui sont là pour partager leur expérience sur ce sujet qui est un sujet et de présent et d'avenir parce qu'on n'a pas terminé de s'adapter et ça va durer un certain temps. Monsieur le Président, Monsieur Christian Métairie, vous présidez la commission transition écologique de l'AMF. Est-ce que je vous passe tout de suite la parole? Merci et bonjour à toutes et à tous pour ce débat qui a comme objectif en 1h30 de répondre à beaucoup de questions et surtout avec la volonté d'être extrêmement pratique, c'est-à-dire que puissiez en ressortir avec des idées et que vous puissiez aussi faire partager vos idées. Depuis de nombreuses années, les communes, comme d'autres d'ailleurs, se sont engagées pour limiter le réchauffement climatique, pour limiter la production de gaz à effet de serre, mais on sait aujourd'hui que ce combat qui doit continuer ne permettra pas d'endiguer complètement ce phénomène, on le voit bien, et donc on se trouve de plus en plus face à des dérèglements climatiques et avec des conséquences que l'on voit, j'ose presque dire quotidiennement aujourd'hui, et dans la France métropolitaine, on l'a vu récemment avec toute une série d'inondations, de débordements des fleuves, avec des conséquences extrêmement lourdes, graves, pour les habitantes et les habitants de nos villes. Donc nous sommes donc amenés en tant que commune à devoir aussi anticiper ces dérèglements et essayer de limiter au maximum leurs conséquences pour la vie de tous les jours. Alors, nous allons avoir, je pense, quelques précisions, quelques exemples, mais je voulais dire que l'Association des maires de France, et en particulier sa commission transition écologique, essaye depuis maintenant quelques années d'accompagner les communes en leur fournissant des informations. Notre commission régulièrement, j'en profite pour lancer un appel aux maires présentes et présents. Vous pouvez rejoindre la commission transition écologique et vous y découvrirez plein de choses et vous nous ferez aussi partager vos expériences. Et on reçoit régulièrement un certain nombre d'acteurs qui viennent donner des informations, qui viennent proposer un certain nombre de choses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous intervenons aussi auprès des services de l'État pour que les communes soient accompagnées, qu'il y ait, quand il y a des effets prévisibles, accompagnés de ce qui peut être prévu. Et lorsque des effets exceptionnels arrivent, les communes ne se retrouvent pas toutes seules à gérer des situations qui sont extrêmement difficiles, qui conduisent y compris jusqu'à des conséquences mortelles pour un certain nombre de nos concitoyens et qui mettent les communes, souvent d'ailleurs des communes petites, mais aussi des grandes, dans des situations imprévues et des situations dans lesquelles la recherche de solutions de l'immédiat est extrêmement importante. Donc voilà, on essaye et on profitera aussi de ce qui se dit aujourd'hui pour continuer à avancer et essayer que des propositions soit faite par l'AMF et aussi que les services de l'État puissent mieux accompagner les collectivités. Merci, Monsieur le Président. Alors, bien sûr, tous les maires adjoints, conseillers municipaux, maires, présidents de collectivités, si vous souhaitez rejoindre la commission transition écologique, il suffit de nous envoyer un mail et nous vous intégrerons avec plaisir dans ces listes de travail. Alors, je me tourne maintenant vers Monsieur Bouillon, Jean-Marc Bouillon. Vous êtes paysagiste concepteur, vous représentez ici la filière professionnelle du paysage et Valor qui aménage de jolis bouquets d'ailleurs dans tout l'espace que vous aurez pu voir et de très belles plantes. Bref, je me tourne vers vous parce qu'on a souvent, par ces temps de changement climatique et les manifestations violentes qu'on voit, on entend beaucoup dire que la nature se déchaîne et qu'elle pose des problèmes. Et
Est-ce que vraiment la nature, c'est le problème, ou est-ce que c'est pas un peu la solution aussi? Oui, c'est un petit peu les deux. Alors, si on pourrait résumer l'histoire du réchauffement climatique par une prise de conscience à l'origine de l'augmentation du CO2 et de la température, un écroulement de la biodiversité, donc avec des conséquences qui sont planétaires. Et donc ça a mis en mouvement COP1, COP2, comme on est en train de finir la COP 28 ou 29 à Bakou, et ça a généré pas mal de choses comme les bilans carbone dans toutes les entreprises, et puis l'apparition de la cause de la biodiversité dans tous les documents d'urbanisme. Aujourd'hui, on ne fait plus en France, en tout cas, un projet sans traiter la question de la biodiversité. Mais pendant ce temps, le réchauffement climatique a poursuivi son œuvre, et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il a des effets très locaux, avec des conséquences très locales qui invitent à des réponses rapides, un peu immédiates, ce que vous souleviez. Alors, dans ces conséquences liées au réchauffement climatique, il y a le dysfonctionnement du système urbain, parce que le système urbain n'est pas prévu pour encaisser les à-coups du réchauffement climatique. À cela, il y a deux raisons principales. La première, c'est le rapport entre la minéralité, entre les zones chaudes et les zones froides, donc entre la minéralité et les espaces verts qui est par trop déséquilibrés. Donc il faut planter pour essayer de rééquilibrer ce rapport. Mais il y a un deuxième sujet qui est le principe, on a organisé ce système sur un principe de convergence. On émet tous par nos parcelles des besoins et des déchets, et tous ces besoins et ces déchets partent ou retournent au domaine public, sauf que l'équilibre foncier, là encore, est déséquilibré. 20% du domaine foncier d'une ville est public, et 80% est privé ou à usage privatif. C'est le foncier cadastré. Et du coup, qui trop embrasse mal les trains, fait que ce domaine public ne peut plus supporter, tout. Regardez, nos voitures, par exemple, elles sont garées tous les soirs dans nos maisons, dans nos usines, etc. Et à 8h à midi, à 14h à 18h, elles convergent toutes ensemble sur les voiries, et ça donne dans toutes les villes du monde un bouchon. Et quand une voirie est saturée, comme sur une autoroute, par exemple, le moindre petit incident, ça donne quoi? Un bouchon également. C'est exactement ce qu'on a fait avec l'eau de pluie. L'eau de pluie, on collecte sur toutes nos surfaces imperméables cette eau de pluie tout le temps en même temps, parce qu'il pleut, boum, ça tombe, et ça converge par des petits tuyaux vers des tuyaux moyens, et ça arrive dans les collecteurs qui sont dans les 20% du domaine public, et ces collecteurs aujourd'hui sont trop petits. Et donc nos villes débordent. Alors, il y a aussi les rivières qui débordent, mais comme Valence, Givors, l'Ardèche, ça c'est un problème plutôt d'aménagement du territoire. Mais en ville, on a toutes les villes, à peu près en France, ont des réseaux d'assainissement qui sont saturés. Et voilà. Et donc, ces conséquences du réchauffement climatique, finalement, non seulement donnent des qualités de vie, de bien-être qui deviennent de plus en plus difficiles, mais ça commence à altérer l'activité économique. Et si on ne fait pas attention, on risque de transformer cette crise écologique en crise économique, donc en crise sociétale majeure. Alors là, il y a deux solutions. Il y a une solution technique, on sort de cette ville techniciste, de l'avènement de la technique, et on a toujours tendance à privilégier les solutions techniques aux solutions naturelles, et on se dit, nos tuyaux sont trop petits, on va les agrandir. Alors ça a été chiffré par pas mal d'agglomérations. À Lille, 400 millions d'euros, la mise en conformité des réseaux d'assainissement, 140 millions à Angoulême, 112 millions à Roanne. Et on se dit, mais c'est des travaux gigantesques, quoi. Combien de décennies allons-nous faire? Où on va trouver l'argent? Comment on va faire ces travaux? On va mettre à feu et à sang les rues. On va changer ce tuyau qui est difficile à attraper parce qu'il y a tous les autres tuyaux dessus, le gaz, l'électricité, le câble. Et puis à la fin, qu'est-ce qui reste? Une cicatrice dans le robet. Alors, on peut aussi se dire, on va s'intéresser à la cause. La cause, c'est la convergence. Est-ce qu'on va arrêter de traiter cette eau de pluie comme un déchet qu'on mélange avec les eaux usées, mais est-ce qu'on ne le traiterait pas comme une ressource? Ce que d'ailleurs les PLU demandent à faire pour la ville de demain. Demain, c'est infiltration à la parcelle, débit de fuite régulé, etc. Mais l'ensemble de ces projets que conduit une ville chaque année, tant sur le privé que sur le public, ne renouvelle nos tissus urbains que de 1% par an. Donc, qu'est-ce qu'on fait des 99% de la ville qui n'a pas de projet et comment on leur donne envie de le faire? Et là, on s'aperçoit que finalement, si on était capable de trouver un espace vert existant ou facilement à créer, au plus près d'une gouttière, et de juste couder la gouttière et d'envoyer l'eau de pluie dans cet espace vert qu'on met faiblement au creux, 30 cm, une flaque d'eau en quelque sorte, et bien qu'est-ce qu'on fait? On crée un nouveau cheminement de l'eau.
Et l'eau, même les premières pluies, les petites pluies, celles qui n'arrosent pas 1 ou 2 mm, mais si elles ramassent 100 mètres carrés de toiture, ça fait 100 ou 200 litres d'eau. Donc ça devient un arrosage massif. Et on infiltre l'eau au même endroit. Et on choisit cet espace vert pour lui permettre de planter un arbre qui sera du coup installé dans une situation de pérennité. Et à partir du moment où on amène l'eau dans un espace vert en creux et qu'on plante un arbre, eh ben, on renoue avec toutes les politiques environnementales. On se retrouve avec sobriété, préservation de la ressource en eau, rafraîchissement, augmentation de la biodiversité, captage du CO2, filtration de l'air, on coche toutes les cases. Alors qu'à la base, on cherchait à résoudre un problème d'une infrastructure grise, l'assainissement, qui était saturé. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut aujourd'hui changer un peu, me semble-t-il, de logique. On n'aménage pas la ville pour la nature, mais il faut aménager la ville par la nature. D'accord ? Et du coup, si on aménage la ville par la nature, si on choisit des solutions végétales pour résoudre des problèmes techniques, d'accord, c'est que la nature devient une infrastructure, parce qu'en général, ne résolvent les problèmes techniques en ville que des infrastructures. Et la notion de demain, c'est ça, c'est que la nature est sûrement une des infrastructures manquantes à la ville pour lui permettre d'être beaucoup plus résiliente au réchauffement climatique. Voilà, et alors, le dernier point, c'est que franchement, quand on regarde ce qui se passe en ville, c'est, alors je ne le dis pas parce que je parle devant plein d'élus, mais ceux qui se sont organisés pour adapter nos territoires au réchauffement climatique, ce sont les pouvoirs publics sur les 20% du domaine public. Nous, les propriétaires de maisons individuelles, d'entreprises, etc., on ne s'est absolument pas structuré, on ne s'est pas mobilisé pour accompagner les élus dans cette adaptation. Or, on détient peu ou prou 80% du foncier des villes. Donc, il faut qu'on se bouge pour le faire et qu'on se bouge en coopération avec les élus qui, eux, nous ont montré l'exemple. Merci, Monsieur Bouillon. Alors, j'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'il y aura un temps d'échange, évidemment, pendant tout ce forum. Je vais bientôt passer la parole à Monsieur Moutet, qui est maire de Cuers. Alors, le changement climatique, les effets sur notre environnement, c'est des enjeux d'eau, mais c'est aussi des enjeux d'îlots de chaleur et de forte chaleur. Et donc, un des enjeux, c'est bien sûr de garantir le fait que dans nos villes, avec ces changements climatiques, on arrivera quand même à vivre heureux et bien dans les années qui viennent et encore longtemps, parce que, bien sûr, votre rôle en tant qu'élu, c'est de gérer le quotidien, mais de préparer bien sûr l'avenir. Monsieur Moutet, vous êtes maire de Cuers, je vous passe la parole. Merci, je suis très content d'être parmi vous. Donc Cuers, c'est une ville dans le sud, c'est à 18 km de Hyères et 18 km de Toulon, pour vous la situer géographiquement. Et c'est une ville de 13 000 habitants et je suis maire depuis 2020. Voilà, donc 2022, on a des pics de chaleur dans le sud et on se rend compte que notre ville et certaines autres villes ne sont pas adaptées à avoir ces pics de chaleur. Donc ça nous a permis de lancer et d'aller beaucoup plus vite sur cette démarche ville basse température l'été. Parce qu'on se rend compte que de juin à septembre, eh ben, nous dans le sud, on a de l'hiver on passe à l'été quoi en gros. Donc il faut vraiment adapter nos rues, nos bâtiments, notre PLU, nos espaces de loisirs, nos espaces sportifs et penser à nos anciens aussi qui viennent faire le marché le matin entre 9h et 12h quoi, voilà. Donc de quoi il s'agit, c'est donc de protéger les humains comme je vous ai dit, de renaturer la ville, ce qu'on fait aussi. Voilà. C'est une ambition porte sur deux objectifs majeurs de service public, parce qu'il faut penser au service public aussi. Bien vivre sa ville toute l'année, garder nos espaces publics et nos bâtiments publics vivables et fréquentables de juin à septembre, comme je vous l'ai dit, et notamment de 11h à 17h, c'est là où c'est qu'on a le plus de chaleur. Et rendre les villes attractives pour faire le choix d'y vivre et de les fréquenter, puisque c'est vrai que c'est plus intéressant d'aller dans une ville où il fait un peu plus frais, de se promener et de profiter aussi de ce beau temps qu'on a toute l'année. Donc comment faire ? Déjà, il faut avoir la volonté, identifier donc et agir sur tous les domaines où nous pouvons intervenir.
être pragmatique et réhabiliter des solutions d'antan, parce que c'est vrai que certaines choses, nos anciens les avaient déjà pratiquées et franchement, on n'a rien inventé des fois. Hein, voilà. C'est faire simple, s'inspirer et surtout partager, parce que on trouve des solutions, on met des solutions en place et on se rend compte des fois que ces solutions ne fonctionnent pas. Donc il est important de partager. Moi, je suis beaucoup pour le partage parce que c'est de l'argent public aussi qu'on utilise et il faut y penser, quoi. Il ne faut pas en faire n'importe quoi. Donc si on peut éviter de reproduire les bêtises que font certains par le partage, ça peut être aussi intéressant. Voilà. On est parti donc sur une méthode et un schéma directeur qui nous permet donc, comme je vous l'ai dit, d'adapter nos rues, adapter nos bâtiments, adapter nos aires de loisirs et bien sûr, ça passe aussi par adapter notre réglementation locale, c'est-à-dire notre PLU. Voilà. Alors là, on a un schéma directeur, je prendrai que les plus gros axes. Donc c'est adapter nos bâtiments, adapter nos rues, promouvoir aussi. On a fait un salon ville basse température au mois de septembre l'année dernière où on a eu un salon professionnel, plus de 300 personnes et c'était très enrichissant pour tout le monde. Et on a de très très bonnes remontées. Parce que voilà, il y avait beaucoup de collectivités et on est aussi sur le partage, comme je vous l'ai dit. C'est adapter la réglementation locale et adapter les aires de sport et de loisirs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Vous avez construit une stratégie. Voilà. Vous avez passé en revue tous les éléments de votre action municipale qui pouvaient être un problème avec ces changements climatiques et vous avez trouvé des solutions pour les adapter eux-mêmes. Ah ouais. On est parti comme un cahier des charges. On a pris le système un petit peu à l'envers. Voilà. On va voir quelques exemples. Et après, comme vous parliez tout à l'heure, cher monsieur, oui, aussi les problématiques d'eau, parce que dans le sud, on a souvent un arrêté préfectoral qui commence très tôt au mois de février et qui progressivement monte. Donc c'est pareil, on a trouvé des solutions. C'était repérer les fuites, rendre le réseau avec un pourcentage de rentabilité le plus efficient possible. Voilà. Donc les contraintes principales, c'est les surcoûts, hein, puisque dès qu'on parle de solutions durables, on a toujours des surcoûts. La nécessité de s'espérer sur des moyens à long terme et l'injonction contradictoire entre le ZAN et le SRU, puisque nous on est une ville carencée par la loi SRU et c'est une bataille permanente avec les services de l'État en ce moment. Donc voilà. Quelques exemples de nos réalisations. On a refait une école cette année. On a mis 1 an pour la construire. C'est quand même un record. C'est une école qui a coûté 13 millions d'euros et sur laquelle on a une médaille BDM. Mais c'est pareil, je suis parti sur... j'ai pas choisi la médaille, j'ai choisi ce qu'il y avait dans le cahier des charges et ça m'a donné la médaille. J'ai pris un petit peu le système à l'envers aussi. Voilà, parce que des fois on se crée des besoins qu'on n'a pas besoin. Donc, et tout ça a un coût. Donc on a mis côté sud des mouchards à biais, ce qui nous permet de créer de l'ombre. Voilà, là vous êtes sur les façades sud. Ah, pardon. Ouais, je croyais que c'était d'accord. Voilà, une cour oasis donc qui a été végétalisée là pendant les dernières vacances scolaires parce que cet été on pouvait pas le faire, il faisait trop chaud. Donc ça va bien pousser. C'est plus de 1300 plantes et arbres qui ont été plantés. Voilà. Et alors quelque chose qui marche très bien, c'est les ombrières. On a une rue là, donc l'avenue Foch, où on a mis cet été des ombrières et on s'est rendu compte donc que quand on prend la température au sol côté soleil et côté ombre, on a une différence quand même de 25 degrés. C'est énorme. Même quand vous passez en voiture dessous, vous sentez qu'il y a une différence de température. C'est voilà. Donc après, la problématique, c'est qu'il ne faut pas avoir plus de 9 mètres d'envergure pour les bâches.
Voilà. Et pas trop de prise au vent, j'imagine. Et pas trop de prise au vent, ouais, là on n'a pas de prise au vent. Voilà, après on a refait beaucoup de rues et d'avenues dans la ville, puisqu'on avait une vingtaine d'années d'immobilisme. Donc on est parti sur du goudron ocre pour les trottoirs. À vous dire vrai, on était parti aussi sur du goudron ocre sur la partie roulante. On s'est rendu compte que nous, dans le sud, il pleut pas beaucoup, donc le goudron ne se nettoie pas. Et on arrive au bout d'un an et demi, à avoir du goudron pratiquement noir. Donc il reste gris. Et on s'est rendu compte que ça fonctionne pas. D'où ce que je disais tout à l'heure, c'est d'échanger sur les process et d'éviter de refaire la même chose, puisque je crois que de tête, c'est quand même un surcoût multiplié par 3, quoi, le goudron ocre. Donc voilà. Donc on a gardé les trottoirs en goudron ocre avec un liant végétal pour éviter un petit peu les produits pétrochimiques. Et voilà, donc on fait un deuxième salon ville basse température au mois de septembre 2025, suite au succès qu'on a eu en 2024. Et bien sûr, on continue à avoir un petit peu plus d'ombre, surtout dans les cours de récréation, parce que sur les maternelles, tout ça, on se rend compte que nos cours ne sont pas adaptés. Donc on est en train de voir pour des ombrières, soit photovoltaïques, soit en tissu, soit... voilà. Mes services et mon DGS sont en train de travailler dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors justement, ce qui est intéressant, alors nous à l'AMF, on essaye de partager les bonnes pratiques. C'est l'idée. En plus, quand même, les moyens des collectivités sont de plus en plus réduits, donc il ne faut pas se tromper. Il faut essayer de viser au plus juste la bonne solution, la moins coûteuse, la plus efficace, etc. rapidement. Et donc je me tourne maintenant vers Élodie Briche. Élodie Briche, vous êtes intrapreneur à l'ADEME et vous avez créé la plateforme, l'outil participatif Plus fraîche ma ville avec l'AMF. Donc merci d'être présente. L'intérêt, vous allez nous le dire, de cette plateforme, c'est que on partage les exemples de réalisation, les coûts éventuels, et on peut chacun, en fonction de sa caractéristique, s'inspirer des réalisations des autres. Je vous passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ce matin. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Plus fraîche ma ville. Plus fraîche ma ville, c'est un service numérique public gratuit. Donc, c'est vraiment une plateforme d'aide à la décision pour accompagner les élus et les agents de collectivité dans leur choix de solutions de rafraîchissement urbain durables et pérennes. Donc, dans ces solutions de rafraîchissement urbain, on en a plusieurs types. L'objectif, c'est vraiment de se dire que dans un contexte futur, les canicules vont être le risque majeur en ville. Cette surchauffe, donc il faut lutter contre cette surchauffe par des solutions d'adaptation au changement climatique. Et dans ces solutions d'adaptation au changement climatique, on a bien sûr le végétal, mais le végétal n'est pas possible partout. Parce que parfois on a un sous-sol encombré, parfois ce n'est pas du tout possible. Et puis il faut aussi penser à la ressource hydrique dans le futur, notamment en type de climat méditerranéen. Donc l'objectif, c'est vraiment, en combinant ces différents types de solutions, de maintenir une surchauffe urbaine raisonnable. Alors ces solutions, vous en avez des vertes, qui sont liées à la végétation, des bleus qui vont être liés à la gestion de l'eau en ville, les solutions grises qui vont être tout autour des formes urbaines, mais aussi des matériaux de la ville. Donc c'est ce que le maire de Cuers vient de présenter, notamment avec les enrobés ocre. Et puis vous avez aussi les solutions qu'on appelle douces, c'est-à-dire les changements de pratique de la ville. Donc pour démarrer un petit peu cette présentation de Plus fraîche ma ville, je vais vous montrer une petite vidéo. Il faut savoir que Plus fraîche ma ville est réellement réalisé en collaboration avec les agents et les élus des collectivités, c'est-à-dire qu'on va améliorer ce service numérique public en continu en fonction de vos besoins et nous vous accompagnons tout au long de votre projet de rafraîchissement urbain à chaque étape. Donc ça, je vous l'expliquerai après. Je vais laisser passer une petite vidéo où vous nous verrez intervenir Guénola et moi-même sur Plus fraîche ma ville et après je reviendrai sur quelques éléments saillants pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de notre accompagnement. Dans un contexte de changement climatique, la différence de température entre la ville et la campagne peut atteindre 3 à 4 degrés et pendant les canicules,
cette différence peut atteindre jusqu'à 10 degrés. Il est donc impératif de passer à l'action et de mettre en place des solutions de rafraîchissement urbain durables et pérennes. C'est pourquoi nous avons créé Plus fraîche ma ville. Ce service vient aider, sur une aide de premier niveau, les agents et les élus à prendre en considération l'adaptation au changement climatique. Environ 350 collectivités gravitent autour de Plus fraîche ma ville. Sur la plateforme Plus fraîche ma ville, les solutions sont triées en fonction de leur fraîcheur, de leur rapidité de mise en œuvre et de leur coût. Nous sommes ici au cœur du parc des Sœurs franciscaines à Marseille. Le parc a été complètement réhabilité et nous y retrouvons de nombreuses solutions de rafraîchissement urbain. Parmi les solutions de rafraîchissement urbain, les réseaux de fontainerie. Cette fontaine a été implantée pendant la réhabilitation de ce parc et nous pouvons voir autour de cette fontaine un revêtement clair, un revêtement de couleur claire va permettre de ne pas absorber la chaleur et de ne pas la restituer pendant la nuit. Le cumul des différents types de solutions va apporter de la fraîcheur. Donc à la fois les nouveaux arbres plantés, les arbres historiques classés. Et puis au fond, en arrière-plan, on peut voir du mobilier urbain tel que des ombrières en bois qui vont permettre de créer des lieux de repos, d'usage pendant l'été et pendant les canicules estivales. C'est réellement la combinaison des différents types de solutions, vertes, grises, bleues et douces, qui va permettre d'apporter des lieux de fraîcheur et des lieux de vie pour les populations. Lorsque l'ADEME nous a proposé de réfléchir à ce projet, nous avons lancé une enquête. On a tout de suite vu que les maires étaient intéressés et attendaient ce type d'outils. Donc l'AMF a immédiatement accepté de soutenir Plus fraîche ma ville. Les élus et les agents ont besoin de solutions importantes, rapides et de tout niveau à mettre en œuvre. C'est très opérationnel comme outil. Ils proposent des solutions quasiment clés en main, variées, efficaces parce qu'elles font l'objet de retours d'expérience et elles s'adressent à tout le monde dans la mesure où on trouve à peu près tous les budgets possibles pour la mise en œuvre de ces solutions. Plus fraîche ma ville est un service numérique public d'avenir. Nous avons la possibilité d'aller plus loin. Cet espace projet va vous permettre d'obtenir une aide à la décision de premier niveau sur les différents volets de votre projet de rafraîchissement urbain. Vous pouvez simuler le budget du coût global des solutions que vous souhaitez implanter sur votre projet de rafraîchissement urbain. Chaque action compte. N'attendez pas la prochaine vague de chaleur pour passer à l'action. Merci pour votre attention. Je vais dérouler quelques petites diapositives. Donc, vous l'avez vu, les canicules, la première cause de mortalité liée au changement climatique en Europe. Les impacts au XXIe siècle sont à prendre réellement en considération. Il est nécessaire de passer à l'action et de passer à l'action de manière durable et pérenne. C'est-à-dire que quand vous allez mettre du végétal en ville, il faut penser au type de climat que vous allez avoir dans votre collectivité dans 50 ans. C'est-à-dire qu'on sait à l'heure actuelle que le type de climat méditerranéen va remplacer progressivement le climat océanique qui est prédominant en France. Ou en tout cas, on va avoir des conditions similaires dans presque toute la France. Ça remonte jusqu'en Bretagne sur la cartographie. En métropole. En métropole. Il faut savoir que j'allais préciser, tout à fait. Il faut savoir aussi que la surchauffe urbaine implique plusieurs paramètres. Donc, dans la surchauffe urbaine, vous avez à la fois l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc, cet effet d'îlot de chaleur urbain, c'est la différence de température entre la ville et la campagne. On va observer ce phénomène surtout la nuit. Cette différence de température, elle peut atteindre jusqu'à 10 degrés. Et c'est un phénomène qui va être observé notamment quand les situations météorologiques sont dites radiatives, c'est-à-dire quand on va avoir très peu de nuages et très peu de vent. L'îlot de chaleur urbain, on l'a tout le temps, toute l'année, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir aussi en hiver. Là où c'est problématique, c'est en été. Et cumulé avec l'effet caniculaire, on a vraiment une surchauffe en ville. Cette surchauffe, elle se matérialise aussi par les températures de surface en ville. Donc quand on va avoir des revêtements très foncés, du goudron qui peut fondre parfois au soleil. Je me rappelle une élue de Marseille qui avait dit qu'en plein été caniculaire, on pouvait faire cuire un œuf sur le bitume à Marseille. C'est la vérité. Ensuite, dans cet effet de surchauffe urbaine, on a également l'inconfort thermique des usagers de la ville. Donc il est important de penser à comment va-t-on vivre dans un urbanisme finalement de survie à 50 degrés. Donc il est nécessaire de s'adapter. C'est pourquoi, au niveau de l'ADEME, nous accompagnons les projets de rafraîchissement urbain
à la fois au niveau de la recherche, avec l'accompagnement de projets de recherche en R&D. Donc, Monsieur Berthaud parlera certainement du projet Muse par la suite. Donc, on va accompagner la recherche sur le rafraîchissement urbain dans toute la France et dans toute la France. On va capitaliser et diffuser de l'expertise, notamment avec des ressources que vous retrouverez gratuitement sur la librairie de l'ADEME. On passe à l'action avec Plus fraîche ma ville, donc avec cet outil gratuit d'aide à la décision. Et on va financer des actions de rafraîchissement urbain, notamment sur de la compétence en ingénierie, donc de l'aide au changement de comportement en direction régionale, et aussi sur de l'ingénierie, c'est-à-dire vous aider à aller plus loin dans vos projets de rafraîchissement urbain. Donc ça, ce sont tous les recueils que vous pouvez retrouver sur la librairie de l'ADEME. Et je vais vous donner un peu plus de détails sur Plus fraîche ma ville. Donc Plus fraîche ma ville, c'est vraiment un service numérique 100% gratuit qui vous fait passer à l'action depuis mars 2023. Vous avez 5 parcours de décision, donc sur des espaces publics de différentes tailles, comme la cour d'école, la rue, le parking. Vous avez plus de 30 solutions pérennes et durables testées et approuvées, sur lesquelles vous avez aussi des projets inspirants, des REX. Donc la ville de Cuers, par exemple, a mis son retour d'expérience sur les revêtements ocre, tout en stipulant que ces revêtements ocre peuvent aussi poser des problèmes, parce que c'est ça l'objectif de Plus fraîche ma ville, c'est de partager ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, dans des contextes urbains et climatiques bien entendu différents. Et vous avez des modules de conception de projet. Dès que vous rentrez une collectivité sur l'espace projet de Plus fraîche ma ville, vous accédez à des éléments de diagnostic de surchauffe urbaine. Donc pour le moment, on a une collaboration avec des agences publiques, notamment Météo France, parce que l'objectif autour de Plus fraîche ma ville, c'est aussi de rassembler les compétences des différentes agences publiques. Donc nous avons les données du Climadiag de Météo France au niveau communal sur les indicateurs de surchauffe urbaine. Bientôt, et Monsieur Berthaud pourra le confirmer, juste après, nous allons intégrer les zones climatiques locales du CEREMA, dès que vous allez rentrer votre collectivité sur Plus fraîche ma ville. Et actuellement, nous avons plus de 360 élus et agents qui sont inscrits sur l'espace projet, avec plus de 180 projets que nous accompagnons sur une aide de premier niveau. Donc l'objectif, c'est de vous aider à passer à l'action. Et on a plus de 1000 abonnés à notre newsletter, sur laquelle je vous invite à vous abonner, puisque nous réalisons régulièrement des webinaires thématiques et techniques qui sont gratuits, qui sont accessibles également en replay. Donc sur des sujets, par exemple, le prochain sera sur les dalles. Comment mettre en place des dalles de grande ampleur dans vos collectivités, en repensant finalement la structure urbaine et en voulant s'adapter au changement climatique et à la surchauffe urbaine. Sur Plus fraîche ma ville, nous sommes sponsorisés quelque part par l'AMF, qui est notre premier partenaire depuis vraiment les prémices de cette construction de services numériques publics. Nous travaillons avec les autres agences publiques et nous allons chercher aussi des contenus techniques plus précis pour avoir vraiment des indications sur les solutions de rafraîchissement urbain. Par ailleurs, nous réalisons des appels à manifestation d'intérêt. Alors, les appels à manifestation d'intérêt viennent accompagner, finalement, viennent compléter le service numérique public avec des accompagnements d'un petit groupe de collectivités. Donc, actuellement, nous sommes en partenariat avec la DRAC PACA sur l'AMI Le Plus Fraîcheur, où l'objectif, c'est vraiment de lutter contre la surchauffe urbaine en secteur patrimonial. Et l'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur des centres-villes protégés face au changement climatique. Dans le cadre de cette AMI, nous travaillons également avec le CEREMA. Sur l'AMI, lutter contre la surchauffe urbaine, donc là, c'est vraiment le premier accompagnement réalisé en direction régionale de l'ADEME. Donc le pilotage est lié à l'ADEME, mais dans le COPIL, nous avons le partenariat avec les autres agences publiques pour vous donner vraiment les clés pour un passage à l'action raisonné sur vos projets de rafraîchissement urbain. Donc on accompagne une vingtaine de collectivités qui ont été sélectionnées et chaque collectivité va être accompagnée sur environ 3 à 4 projets de rafraîchissement urbain au sein de la collectivité. Parce que l'objectif de Plus fraîche ma ville, ce n'est pas de faire un one-shot, ce n'est pas de mettre un arbre en ville ou de faire un seul projet de rafraîchissement urbain, c'est bel et bien de réfléchir à une trajectoire de rafraîchissement urbain. Donc sur Plus fraîche ma ville, vous avez les parcours de décision. Je ne vais pas revenir dessus, vous l'avez vu dans la vidéo. Vous avez également des fiches techniques de solutions qui vont vous aider à regarder comment on met en place ces solutions, mais aussi à vous rattraper. C'est-à-dire qu'on a une catégorie que Guénola aime beaucoup, les OOPS, c'est un peu elle qui l'a créé. Donc le OOPS, c'est j'ai mis une solution de rafraîchissement urbain, mais ça ne fonctionne pas.
qu'est-ce que je peux faire? Oups. Ou j'ai hérité d'une solution qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça, sur votre mandat politique, sur votre nouveau mandat politique. De ce fait, par exemple, vous avez mis du revêtement blanc parce qu'on vous a dit c'est super, ça va permettre de ne pas emmagasiner la chaleur pendant la journée, de ne pas la restituer pendant la nuit. Effectivement, ça marche très bien sur l'effet d'îlot de chaleur urbain. Par contre, au niveau du confort thermique du piéton dans la journée, donc de l'usager de la ville, si vous n'avez pas mis d'ombrage, ça ne marche pas. Donc on vous explique comment rattraper les bêtises qui ont été faites et parfois sur des solutions qui sont réellement des solutions de rafraîchissement urbain. Sur l'espace projet, donc chaque agent de collectivité ou élu de collectivité accède gratuitement à cet espace projet et là vous avez vraiment un accompagnement sur chaque étape. Donc on va renseigner un projet de rafraîchissement urbain. Vous allez pouvoir réaliser un bref diagnostic de surchauffe urbaine avec les données publiques qui sont gratuites. Donc je le répète, le Climadiac commune sur chaque commune de Météo France et bientôt les zones climatiques locales du CEREMA. On vous aide à choisir la bonne méthode de diagnostic de surchauffe urbaine. Pourquoi? Parce que bien souvent, il y a plus de 70 000 euros, entre 10 000 et 70 000 euros de budget dépensé pour un diagnostic de surchauffe urbaine qui est mal fait, parce qu'on s'est mal posé la question à la base. C'est-à-dire que parfois, une collectivité va vouloir avoir vraiment une valeur du phénomène d'îlot de chaleur urbain et certaines collectivités ont réalisé de la thermographie infrarouge. La thermographie infrarouge, ça ne donne pas une donnée, ça ne donne pas une quantification du phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc là, l'ADEME, on vous aide avec Plus Fraîche Ma Ville à choisir la bonne méthode. Dans les méthodes proposées, vous avez celle du CEREMA, vous avez celle de Météo France et vous en avez d'autres aussi qui sont opérées par des bureaux d'études. Ensuite, on vous aide à choisir vos solutions de rafraîchissement urbain. Donc, bien penser à la combinaison des différents types de solutions, parce que c'est ça qui va fonctionner. Mettre que du végétal, ce n'est pas possible partout. Ensuite, sur les solutions que vous avez choisies, si vous en avez oublié une, alors par exemple, souvent on va mettre du végétal et on oublie de penser à la gestion des eaux pluviales ou à la récupération des eaux de pluie. Donc, Plus Fraîche Ma Ville va vous indiquer ça. Ah, vous avez oublié cette solution, vous pourriez peut-être en rajouter une autre. Ensuite, vous avez la possibilité de faire une estimation pour votre budget. Donc là, ça vous permet d'avoir une fourchette du coût de ces solutions de rafraîchissement urbain, mais en prenant en considération à la fois le coût d'investissement, mais aussi le coût d'entretien. Parce qu'on s'est aperçu au tout début de Plus Fraîche Ma Ville qu'on avait plus de 25% de la végétation qui était de nouveau rebitumée parce qu'on n'avait pas pris en considération les coûts d'entretien. Donc là-dessus, vous avez ça. Ensuite, on vous aide à trouver des financements et des aides techniques. Donc là, on est directement plugué à Aide Territoire. Donc on vous aide en fonction des solutions que vous avez choisies à soit avoir de l'aide au niveau de l'ingénierie, soit de l'aide à l'investissement, en fait. Donc là, vous pourrez être accompagné là-dessus. Et enfin, vous avez un annuaire des projets Plus Fraîche Ma Ville. Donc ça va être bientôt en ligne. Qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez avancé sur votre cahier des charges et vous cherchez un assistant maîtrise d'ouvrage. Grâce au retour d'expérience de Plus Fraîche Ma Ville et donc aux collectivités qui participent collectivement à ce service numérique public, on va aller chercher les assistances à maîtrise d'ouvrage d'une région ou d'une collectivité. Donc ça va vous mettre directement en contact avec ces assistants à maîtrise d'ouvrage. Il faut savoir que les retours d'expérience de Plus Fraîche Ma Ville ne sont pas choisis par hasard. Donc il y a des critères de sélection de ces retours d'expérience. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Il faut savoir aussi, juste avant que je termine, que Plus Fraîche Ma Ville va s'inscrire bien évidemment dans la mission adaptation qui va démarrer avec les 100 premières collectivités qui vont être accompagnées. Il s'agit vraiment dans cette mission adaptation de rassembler les agences publiques et dans une intelligence collective de proposer aux collectivités une offre de services. Donc sur l'inconfort thermique et sur le rafraîchissement urbain, bien évidemment, Plus Fraîche Ma Ville fera partie de l'offre des différentes agences. Nous sommes en train de travailler de concert ensemble avec les agences de l'eau, avec le CEREMA, avec Météo France pour proposer différents services dont Plus Fraîche Ma Ville fera partie. Je vous remercie pour votre attention et je répondrai volontiers à vos questions. Alors oui, nous allons bientôt passer aux questions. Alors, merci beaucoup, Élodie Ruche. Et j'ajoute, hier, nous avions un débat dans l'auditorium sur la participation citoyenne. Cet outil-là peut être utilisé en réunion publique pour co-construire
ou envisager des solutions avec les habitants. Donc c'est aussi un outil qui peut vous aider à animer vos débats localement et à permettre aux habitants de monter un peu aussi en compétence sur les enjeux d'adaptation, sur ce qui va arriver dans leur ville, sur leurs propres responsabilités et la manière dont eux, chez eux, peuvent agir. Donc cet outil vraiment est à votre disposition et il faut vous en saisir. Alors, pour information, donc, dans le cadre de Toulouse Plus Fraîche, donc, avec le programme Plus Fraîche Ma Ville qui comporte à la fois le service numérique public mais aussi la signature d'une charte. Donc, c'est-à-dire que quand les collectivités ont montré leur investissement sur les trajectoires de rafraîchissement urbain, c'est le cas de QR, c'est le cas de Toulouse, c'est le cas de Marseille, de Montrouge, on va signer une charte de rafraîchissement urbain. Dans cette charte, l'objectif, c'est d'utiliser aussi ce service numérique qui est gratuit pour désiloter les services de la ville et d'enseigner aux agents de collectivités qui démarrent sur le sujet, parce que c'est un bel outil aussi d'apprentissage des solutions de rafraîchissement urbain et des solutions d'adaptation au changement climatique. Et c'est aussi un outil pour les collectivités qui n'ont pas de service, parce qu'on peut être totalement autonome quand on est élu, maire, pour regarder quels sont les dispositifs qu'on pourrait utiliser avant de faire appel à des entreprises. Alors, je me tourne maintenant vers le public. Y a-t-il des questions dans la salle pour l'un de nos intervenants ? Merci Madame. Jean-Pierre Rougeau, maire de Valloire en Savoie. Merci de donner la parole. Je voudrais revenir simplement sur le sujet que monsieur vous avez évoqué sur les inondations principalement. Donc, des inondations, effectivement, il y en a toujours eu depuis des lustres. Il ne faut surtout pas être dans le déni. Moi, ce que je crois déjà dans une première chose, c'est qu'il faut vraiment écouter le scientifique, les gens qui vont nous donner des éléments de réflexion mesurés, quantifiés, vérifiés. Et il ne faut pas non plus qu'on se laisse trop emporter par ce que l'on voit à la télévision, qui souvent, une fois, ça nous montre vraiment ce qui se passe, mais quand ça passe en boucle, si vous voulez, ça commence peut-être à nourrir l'esprit d'une façon très inquiétante, même si on sait qu'en ce moment, on en voit beaucoup. Moi, le cas particulier, je voudrais vous parler de la montagne, puisque Valloire est une commune porteuse de stations de sport d'hiver. Et on a des problèmes avec la police de l'eau, parce qu'il est une mode à l'heure actuelle, depuis une quinzaine d'années, on ne met plus de pelle mécanique dans les torrents pour les curer. Et ça, c'est un véritable problème parce que nous avons des pentes qui sont très raides, mais nous avons aussi des parties planes qui absorbent des quantités de limon phénoménales, ce qui fait qu'on a l'eau qui monte. Et moi, pour la première fois l'année dernière, 8 jours avant le passage du Tour de France, qui faisait étape à Valloire, eh bien, j'ai vu l'eau de la Valloirette passer sur la route du Galibier. On a dû fermer la route. On était quand même inquiets parce que la berge a commencé à partir. Et j'ai eu une très bonne réflexion du directeur des routes du 05, que je connais très bien, et qui a fait une vidéo et qui a dit, écoutez, mesdames, messieurs, maintenant, voilà, il va falloir nous expliquer où on baisse les rivières, où on monte les routes. Mais tout laisser au même niveau, c'est plus vivable. Je crois qu'à l'heure actuelle, on a des techniciens dans nos RTM, à la DDT, qui commencent à prendre un peu la mesure de ces interdictions qui ont été pénalisantes assez longtemps. Voilà. Et je crois que c'est très important. Il faut qu'on cure nos rivières. Vous parliez, monsieur, tout à l'heure, de ce qui se faisait d'antan par les ancêtres. Je peux vous dire qu'eux, ils avaient tout compris. Les ruisseaux, les rivières, les fossés. Tout ça, il faut que ça s'écoule. Merci de votre attention. Monsieur ? Je me permets. Bonjour à tous, Charles Dallara, je suis adjoint au maire de Saint-Étienne dans le 42. Le sujet, c'est bon. Les verts également. Je voudrais revenir sur 3 points. Je vais prendre l'exemple de Cuers qui est intéressant. C'est une logique qui est partie sur plusieurs années.
je suppose. Il faut partir sur du long terme. Il faut qu'on arrive collectivement, les communes, les municipalités, à réfléchir sur du long terme et ne plus se servir du végétal comme la partie décorative finalisant un délire architectural ou des réussites architecturales, mais à l'arrivée qui finissent par devenir des gouffres pour nos villes. Donc ça, c'est le premier point. Il faut bien qu'on apprenne, nous-mêmes élus, à raisonner pas au one-shot, mais à réagir sur du long terme. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais revenir, et c'est aussi l'endroit idéal, hein, le salon des maires, puisque nous avons régulièrement la participation de l'État et des partenaires. L'État, par le biais de l'ANRU à Saint-Étienne, on a un exemple d'aménagement qui a été fait, celui d'une dalle, la dalle de Montreno, qui est un quartier fait typique des années 70, hyper minéralisé avec des garages, et que grâce à l'aide de l'ANRU, nous avons pu transformer en concertation avec les habitants, là aussi la concertation était importante pour l'acceptation, à un verger, à un espace, une prairie complètement paysagère, alors que tout était bétonné, qu'on était quasiment sur une zone de non-droit, et maintenant les familles se les sont appropriées, et on a gagné en fraîcheur sur ce quartier-là. Voilà, donc c'est ce sujet-là, qu'on soit bien vigilant et que l'AMF, on puisse être vigilant en ces périodes de restrictions à nouveau budgétaires, que des crédits soient bien préservés pour accompagner cette transition écologique, parce que là aussi, le fonds vert, enfin, il y a un certain nombre de choses qui vont baisser, qui vont être sucrées. Il faut que nous soyons vigilants, parce que c'est l'avenir de nos communes qui est en jeu, et il faut que nous soyons vigilants. Dernier élément, et voilà, je ne serai pas plus long parce que nombreux veulent réagir sur le sujet, c'est les réseaux. Je fais partie de Plantécité également, qui est un organisme avec lequel Valor collabore. Il y a des études qui sont faites. La grosse problématique, c'est les réseaux, et il faudrait là aussi qu'on arrive à avoir un appui ou travailler collectivement, ou même au niveau législatif, pour accompagner ces dévoiements de réseau, parce que ces dévoiements de réseau sont extrêmement coûteux, et c'est la base même de nos réaménagements et des problématiques que nous avons par rapport à ces réaménagements. Bref, tout ça pour résumer, collectivement, il faut que nous arrivions à faire pression pour être accompagnés et par l'État sur du financement et auprès des délégataires. Merci de votre écoute. Monsieur le Président. Oui, beaucoup de choses ont été présentées. Je pense qu'on a tous appris. Et les questions, je pose question de comment on fait. Quand on n'est pas encore engagé ou quand on veut s'engager. Pour moi, il y a deux questions que je voudrais soulever. D'abord, la question des normes, parce qu'une partie de ce que vous évoquez, je parle de la partie curage, montre qu'il y a des injonctions contradictoires, parce qu'il y a des objectifs contradictoires. On ne cure plus les rivières parce que c'est pas bon pour la biodiversité, pour si, et c'est vrai. Et en même temps, on ne cure plus les rivières, mais on voit les conséquences qu'il y a derrière. Donc il y a besoin, je pense, d'une réflexion collective entre l'État, les collectivités, des scientifiques aussi, pour essayer de trouver les bonnes réponses aux questions qui sont là. Puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que il y a différentes étapes qui se sont produites. Il y a une première étape qui est à peu près réglée, qui est celle de la prise de conscience. Aujourd'hui, tout le monde est bien conscient qu'il faut faire. Et c'est déjà une première chose. Il y a une deuxième étape qui, je pense, est en train d'être assez bien franchie. C'est l'accompagnement à l'ingénierie, à la réflexion. On a beaucoup d'exemples, que l'exemple de Plus Fraîche Ma Ville, mais d'autres organismes et d'autres agences peuvent accompagner dans la réflexion, accompagner dans la conception et même dans l'accompagnement financier. Donc, je ne vais pas jusqu'à dire que la question de préparer ce qu'on veut faire est facile, mais en tout cas, on peut se faire accompagner et on y arrive. Et puis après, il y a une troisième étape, qui est l'étape de la réalisation, ce qui vient d'être évoqué là, c'est-à-dire que quand même, ces choses ont un coût.
pour ceux qui n'ont pas fait, un exemple simple sur lequel il y a beaucoup d'expériences assez positives, qui est la végétalisation d'une cour d'école. Mais la végétalisation d'une cour d'école, bon, il faut la faire bien, il faut se faire accompagner, il faut la construire avec les citoyennes et les citoyens, mais à la fin, ça coûte. Hein. Cour moyenne, on est à 500 000 € pour donner un ordre de grandeur. 500 000 €, c'est pas si facile que ça, et c'est là où je pense on a devant nous le principal problème. Typiquement, je pense que l'exemple des cours d'école était très fortement financé par le fonds vert. Et quand on voit qu'on nous annonce que le fonds vert il va être réduit de 60%, on peut être très inquiet. Et donc, je pense que cette question du financement, même si tout ne doit pas être traité par les questions financières, mais c'est quand même à la fin une des questions importantes. Alors, j'entends qu'il y a des solutions qui coûtent moins cher, c'est vrai, mais enfin, il y a quand même à la fin un coût. Et si on n'a pas... cette prise en compte nationale ne peut pas ne pas s'accompagner d'une participation financière au niveau de l'État. Alors, nous avons une petite question. On va prendre une question et ensuite une réaction de M. Bouillon. La question là-bas, parce que monsieur attend. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Gilles Ronzière, je suis élu d'un petit village du Nord-Isère à Noisy-Châtelain. Et je suis étonné d'entendre dire qu'il faut se préparer à un réchauffement de 4 degrés climatique. Ce n'est pas d'aujourd'hui, on l'a entendu tout à l'heure, mais on l'a déjà entendu de la bouche du Premier ministre, par exemple. L'accord de Paris, c'est 1,5 degré, on n'y est pas loin. Les experts du GIEC, les experts environnementaux, climatologues, ils disent qu'au-delà de 2,5 degrés, enfin, c'est ce que j'en ai retenu, peut-être que je me suis trompé, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'au-delà de 2,5 degrés, personne ne savait ce qui allait nous tomber sur la figure. Et là, on nous parle de 4 degrés. Je suis très étonné. Alors, attendez. Monsieur Berthaud, en un mot, parce qu'il faut qu'on avance. Juste en un mot, et purement factuel, hein, pour donner les données. Effectivement, d'abord, il faut voir que quand l'accord de Paris, c'est 1,5 degré, c'est une moyenne mondiale. En fait, ça fait 2,2 degrés en France, parce qu'on a, entre guillemets, la chance en France d'avoir des phénomènes qui sont plus forts que la moyenne mondiale. Simplement, le plus 4 degrés qui a été lancé par le ministre Christophe Béchu, c'est tout simplement que si vous prenez aujourd'hui tous les engagements de tous les pays, et vous supposez qu'en matière de réduction d'émissions, et que vous supposez que tous les pays tiennent à 100% leurs engagements, quelque chose me dit que du côté des États-Unis, c'est pas gagné, vous arrivez à plus 4 degrés. En France, c'est-à-dire plus 3 degrés et quelques au niveau mondial, ce qui fait plus 4 degrés en France. Donc, si vous voulez, par rapport à ça, alors évidemment, vous avez un gros débat en disant, oui, mais alors c'est défaitiste de dire il faut se préparer pour plus 4 degrés. Non, c'est pas défaitiste, c'est simplement qu'il faut continuer au niveau mondial à se battre sur le scénario de 1,5 degré, soit 2 et quelques en France. Mais pour autant, je crois qu'il faut quand même être un tout petit peu réaliste et se dire que c'est pas forcément gagné. Et donc, malheureusement, le scénario le plus probable pour la France, c'est plutôt le scénario à plus 4 degrés, et c'est celui-ci qu'il faut préparer. Sachant que qui peut le plus peut le moins, bien évidemment. Merci pour cette réponse. Alors, on va passer maintenant à monsieur Gironcel. Vous êtes maire de Sainte-Suzanne et président de la communauté d'agglo du nord de la Réunion. Alors vous êtes connu mondialement pour votre politique d'atténuation, mais vous allez nous parler de l'adaptation de votre territoire aujourd'hui. Comment Bien, merci tout d'abord de me donner la parole. Je voudrais, avant de répondre à votre question, surtout, bon, vous avez compris que je suis dans le sud de la France également, hexagonal, donc sur le continent africain, et je voulais simplement faire la remarque. Il faudrait que systématiquement, que ce soit les services de l'État, que ce soit les services également des associations, on ait le réflexe outre-mer. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai regardé donc la carte tout à l'heure des Hexagones et à côté la Corse, et j'ai vu, à aucun moment, j'ai vu les pays d'outre-mer. Donc il faut absolument qu'on ait ce réflexe-là. J'avais discuté avec la ministre, Madame Runachet, et elle a convenu avec moi qu'il fallait faire ça. Donc c'est pour dire qu'il faut absolument avoir ce réflexe. Alors, nos pays d'outre-mer, en particulier, nous sommes donc les sentinelles de problèmes de réchauffement climatique, notamment les îles. Nous avons au niveau des îles, notamment celle de la Réunion, eh bien, le volcan, on a le cyclone, on a la submersion marine, on a l'érosion, les ravines
sauf ce qu'on n'a pas, c'est les avalanches de neige. Mais tout le reste, on l'a. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons absolument nous adapter à ce réchauffement climatique. Et il y avait quelqu'un qui avait donc effectivement commencé ce travail au niveau du Sénat, à l'époque, l'ancien sénateur Paul Vergès, qui avait été donc nommé président, jusqu'à son décès d'ailleurs, de l'ONERC. Et c'était également à son initiative qu'on avait créé l'ONERC. Et je me rappelle, on avait donc, il avait fait une conférence de presse en 1996 à La Réunion pour dire attention, on va vers un dérèglement climatique. Et tout le monde a rigolé en disant Paul Vergès, eh bien, il est en train de radoter. Et donc aujourd'hui, je crois que personne ne conteste. Et vous avez raison, monsieur vice-président, vous président plutôt de la transition écologique au niveau de l'AMF, de souligner qu'effectivement, le problème du réchauffement climatique, on en a pris conscience. Et au niveau donc de la Réunion, et en particulier de la commune, Sainte-Suzanne est une commune à énergie positive. Pourquoi? Parce que nous avons sur notre territoire, que beaucoup de communes n'aimeraient pas l'avoir, notre centre d'enfouissement des ordures ménagères, qui s'appelle maintenant ISND. Hein, mais bon, tout le monde l'appelle centre d'ordures ménagères. Ça fait depuis 93. Et depuis 93, je suis maire, et donc depuis 93, je connais ce centre d'enfouissement d'ordures ménagères. Donc ça remonte à 31 ans. Et donc, ce centre d'enfouissement des ordures ménagères, on s'est dit, est-ce qu'il fallait subir les désagréments ou au contraire essayer donc d'avoir aussi les possibilités de faire des choses avec. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons récupéré donc le gaz, le biogaz, et nous avons donc fait de l'énergie qu'on met sur le réseau EDF. Nous avons aussi en même temps réalisé donc un parc éolien, et nous avons également réalisé sur tous nos bâtiments communaux, y compris les églises qui appartiennent à la commune, nous avons mis également des panneaux solaires pour faire donc là aussi donc de l'énergie solaire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la commune de Sainte-Suzanne, qui est une commune de 25 000 habitants, nous produisons de l'énergie que nous mettons donc sur le réseau EDF pour l'équivalent de 45 000 habitants, avec le biogaz, le solaire, l'éolien. Donc on apporte la preuve qu'on peut faire autre chose. Mais je voudrais également dire que, et vous avez raison, nous sommes en train également donc de renaturer ce qu'on appelle renaturer les cours d'école. Parce qu'il fut un temps, je parle pour ma commune, je la connais un petit peu, ça fait 41 ans que je suis dans la commune, élu à la commune et 31 ans comme maire. Et donc, à l'époque, ma commune, notamment les parents d'élèves, disaient, quand il pleut, il y a de la boue, etc., il faut donc bétonner. Et c'était à la mode. On a tout bétonné ou tout goudronné, peu importe. Et aujourd'hui, on revient en arrière, heureusement d'ailleurs, et on veut nous renaturer. Mais pour renaturer, il faut enlever. Déjà, ce qu'on a fait. Et vous avez raison, ça a un coût. Et je crois qu'il faudrait qu'on fasse passer un message tous très fort à l'État en disant, surtout ne touchez pas au fonds vert. 2 milliards et quelques, on va tomber à 1 milliard, même pas 1 milliard, ou en gros c'est ça. Et nous, on a besoin au niveau de la Réunion et en particulier au niveau donc de nos cours d'école. Donc on le fait à ce moment. Et je sais qu'il faut, et c'est pas encore gagné totalement, parce qu'il faut encore travailler avec la population pour les conscientiser. Et c'est la raison pour laquelle tous les ans, la commune de Sainte-Suzanne organise également, et si vous êtes dans le coin à Sainte-Suzanne, vous pouvez donc également venir, vous êtes invités. Et c'est donc, ça fait maintenant 8 ans qu'on l'organise, la marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité. Ce sera le 2 mars 2025, l'année prochaine, et c'est en hommage à Paul Vergès, que je disais tout à l'heure, qui est né le 5 mars 1925, pour information. Donc, tous les ans, on fait ça, et la première année, on était 200, 300 personnes, avec les gamins et tout. L'année dernière, on était à près de 7000. Et l'objectif de 2025, c'est d'arriver à 10 000. Et là aussi, on plante des arbres avec les élèves, on renature nos cours des écoles et tout. Et je terminerai pour dire donc qu'il faut donc effectivement faire en sorte, faire prendre conscience à notre population, mais surtout à notre jeunesse. Et notre jeunesse est très réceptive à tout le problème de planter les arbres, notamment les plantations endémiques et tout. Donc il faut absolument continuer ça.
Je terminerai également pour dire qu'il faut effectivement qu'on prenne en compte les dérèglements climatiques. On avait donc sur Sainte-Suzanne une opération cœur de ville. C'était une opération en plusieurs millions d'euros. Et cette opération devait se faire, on devait faire pour respecter la loi SRU en matière de logement social, faire quelques 150 logements sociaux, faire quelques 2 à 3 000 mètres carrés de commerce et de services. Et c'était donc à côté de la mairie, à côté de l'église. Et on avait donc envisagé de faire ça. Et les services de la DEAL et de l'État nous ont dit, mais non, aujourd'hui vous êtes dans cette situation-là, vous êtes en zone submersion marine. Donc interdit. On a été obligé de revoir totalement notre programme. On n'a plus fait de logement, on n'a plus fait de services et donc on va donc renaturer. Et nous allons planter effectivement, et donc en plein cœur de ville de Sainte-Suzanne, au lieu d'avoir le cœur de ville avec du logement social et tout, on aura, et là aussi, un véritable jardin familial, avec là aussi sur presque 1 hectare, parce que c'était quand même un îlot, un petit îlot, permettre, mais ça coûte de l'argent. Mais ça coûte surtout également de revoir totalement l'aménagement de son territoire. La commune de Sainte-Suzanne, c'est une commune qui fait 5 800 hectares, sur, battant des lames, au sommet des montagnes. La plupart des communes sont comme ça à La Réunion, ce sont des tranches de camembert. Ça a été fait par les colonialistes dans le temps, chacun avait une partie, entre une ravine et une ravine, c'est à toi ce terrain, c'est à toi. Et donc c'est comme ça que les communes ont été construites à l'époque. Et donc Sainte-Suzanne, c'est pareil, c'est une commune comme beaucoup de communes. C'est de faire en sorte que là aussi, on réaménage totalement, on réfléchit à nouveau, parce qu'on sait que sur le front de mer, nous avons donc à faire face à la submersion marine, nous ne pouvons plus donc construire, et il nous faut construire ce qu'on appelle la mi-pente. Et la Réunion a une particularité, c'est que la Réunion, une île de 2500 km², c'est un cône volcanique. Et on a presque 2 tiers du territoire qui est en protection forte par le parc national, et donc ce qu'on appelle les pitons, cirques et remparts. Tout l'îlot central, je dirais 2 tiers de la Réunion, est intouchable. On ne peut pas faire, parce qu'il faut respecter la biodiversité et tout. Mais ça veut dire qu'il nous reste très peu. Il faut donc faire la ville sur la ville, densifier, et surtout également, renaturer. Voilà un petit peu ce que je tenais à faire comme témoignage sur ma commune. Mais encore une fois, s'il vous plaît, ayez le réflexe outre-mer. Merci, monsieur le maire. Alors, sur la carte, Élodie, peut-être? C'est ça, tout à fait. Je n'ai pas pu tout montrer ce matin, mais notre objectif, c'est bel et bien d'intégrer des retours d'expérience outre-mer. Il y en a déjà sur Plus fraîche ma ville. Et si des collectivités sont présentes dans la salle et ont envie de partager leur retour d'expérience, vous avez Alice, notre rédactrice, qui est au fond de la salle là-bas, et qui attend volontiers vos contributions sur Plus fraîche ma ville. Merci Élodie. Alors, une petite réaction de Jean-Marc Bouillon sur, s'il vous plaît, avant de passer à Pascal Berthaud. Oui, rapidement sur les coûts, pour finir vos propos, parce qu'on a l'impression que si on rajoute de la nature, on rajoute au budget, etc. Mais dans cette notion de nature infrastructure, en fait, cette nature va remplacer les infrastructures. Je vous citais tout à l'heure les coûts 400 millions, 140 millions, 112 millions pour mettre en conformité les réseaux d'assainissement. La ville de Roanne a chiffré la solution par l'infiltration dispersée par ces petits points d'aquapuncture, etc. 36 millions d'euros. Donc 36 millions d'euros, si on évite la convergence et qu'on garde l'eau au plus près de l'endroit où elle tombe par des petits espaces verts en creux, et 112 millions si on change les travaux. Donc vous voyez, ça c'est le rapport d'échelle. Sur les cours Oasis. Oasis, une super idée de rafraîchir les cours suite à l'arrêt de la scolarité en 2018, quand ça surchauffait. Et l'idée, c'était de dire trop imperméable, on va désimperméabiliser, on va infiltrer l'eau de pluie et mettre des arbres. Le dispositif de rafraîchissement d'une cour d'école coûte quelque chose comme 50 000 euros environ. Ce qui coûte 500 000 euros, c'est qu'on en a profité pour refaire toute la cour. D'accord ? Mais dans l'esprit d'origine du projet, c'était de dire que est-ce qu'on ne peut pas vite fait, rapidement adapter toutes les cours d'une collectivité, imaginons qu'elle ait 10
cours d'école, eh ben, avec des projets, c'est des non budgétés. Si c'est 30, 50 000 euros juste l'endroit d'infiltration, il faut trouver sur un mandat entre 300 et 500 000 euros. Ça peut se trouver. Si vous le transformez à chaque fois en projet à 500 000, là, il faut trouver 5 millions et du coup, on le fait sur 2 ou 3 mandats. Et du coup, c'est là où il faut être raisonnable avec l'urgence climatique. C'est est-ce qu'il ne faut pas rapidement se contenter de faire des sujets de protection, d'adaptation, etc. et puis faire plus tard... Alors, on aura un temps de questions juste après la présentation de Pascal Berthaud, si vous êtes d'accord, sauf si vous... Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Berthaud, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Juste un mot sur les cours d'école. Il ne faut surtout pas oublier que le sujet, c'est l'investissement et le fonctionnement derrière. Si on végétalise la cour d'école, mais que derrière, effectivement, on n'a pas le minimum de dépenses en termes de fonctionnement, basiquement, on était en train d'échanger, de prévoir qu'on aille arroser, parce qu'au début, si vous ne les arrosez pas, les arbres, ils ne vont pas pousser, etc. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment avoir des projets globaux, parce que sinon, effectivement, on dépense beaucoup d'argent en investissement, et en plus, ça se casse la gueule au bout de 2 ans. Alors c'est vrai qu'au CEREMA, on est très investi sur ces questions d'adaptation, c'est même notre ADN un petit peu sur tous les sujets, à la fois en matière de recherche et à la fois en matière d'opérationnel et d'appui aux collectivités. La bonne nouvelle, d'abord, c'est que sur tous les sujets d'impact climatique, il y a des solutions techniques. Et en plus, on va en inventer des nouvelles dans les années qui viennent. Je le dis souvent parce que, vous savez, dès qu'on parle de changement climatique, vous avez les gens qui vous disent « ça va être la fin du monde ». Non, ça ne va pas être la fin du monde. C'est des changements majeurs. 4 degrés, c'est vraiment majeur. C'est des impacts sur absolument toutes les activités humaines. Par contre, on a effectivement des solutions techniques. Sur les sujets urbains, on travaille beaucoup sur les questions de désimperméabilisation. Ça a été très très bien expliqué. Pour citer un projet par exemple avec la ville du Grand Narbonne, où on a balayé finalement l'ensemble du territoire sur l'agglomération et regardé dans le détail à chaque fois comment on pouvait désimperméabiliser, favoriser effectivement l'infiltration des eaux. Et on arrive, alors au moins en modélisation, on verra après dans les années, mais on arrive à des effets qui sont assez majeurs. Avec, on n'est pas sur 5 ou 10%, on est sur 50, 60% d'eau en moins. C'est parfois surprenant parce que par rapport à ce qu'on peut imaginer dans la tête, vous avez des effets qui sont assez extraordinaires. En vérité, ça veut dire qu'il faut complètement repenser la chose et on travaille beaucoup au-delà de la désimperméabilisation sur les solutions fondées sur la nature parce qu'on a cette question d'imperméabilisation, on a parlé du rafraîchissement, on pourrait parler aussi de la genèse des courants d'air, notamment dans l'implantation des bâtiments et on travaille aujourd'hui avec pas mal d'aménageurs sur justement la façon d'implanter les bâtiments tout simplement qui font que vous allez avoir une aération, un rafraîchissement naturel alors que si vous implantez les bâtiments différemment, votre ville finit par se refermer sur elle-même et par étouffer. Donc c'est un travail majeur et effectivement ça a été annoncé par la ministre au début de ce salon avec nos amis de l'ADEME, avec nos amis d'autres organismes. On met en place donc cette mission adaptation avec finalement, une idée toute simple, c'est qu'on voit bien que sur ces questions de changement climatique, aujourd'hui, l'assistance en est la preuve. Tous les élus, nous en tout cas tous les élus qu'on rencontre au CEREMA nous disent ben voilà, on a bien vu qu'il y avait un sujet, il faut qu'on s'en occupe, mais on ne sait pas comment faire. Et je crois que cette mission adaptation, l'objectif, c'est dans chaque région, au niveau national, d'avoir des équipes. Alors on commence avec une quarantaine de personnes, une vingtaine du CEREMA, une vingtaine de l'ADEME, encore quelques autres de Météo France, des agences de l'eau, pour être capable finalement d'accueillir n'importe quel élu, n'importe quelle collectivité, de la renseigner, de diffuser évidemment des éléments, à l'image d'ailleurs de ce que l'ADEME a fait sur Plus fraîche de ma ville. Nous on a fait ça sur la question des friches urbaines. C'est vraiment cette capacité à aider les collectivités sur un sujet. Au CEREMA, on a ouvert là aussi cette semaine un service qui s'appelle SOS Adaptation. C'est tout simple. Pour ceux qui connaissent, on l'avait fait sur les ponts il y a 2 ans. C'est un numéro de téléphone, c'est quelqu'un qui peut vous accompagner et qu'on va évidemment démultiplier à fond avec cette mission adaptation.
ces sujets-là, en réalité, ils sont très politiques, mais ils sont aussi, surtout et d'abord très techniques. Quand je dis il y a des solutions partout, ça veut dire qu'il faut se retourner les manches, mettre les mains dans le cambouis. Et l'idée, évidemment, de la mission adaptation, c'est bien d'avoir des gens qui peuvent vous aider à faire ça, vous aider à cheminer, à trouver les bons bureaux d'études, les bonnes démarches. Ce qu'on essaye de faire avec l'ADEME, on a un comité de direction commun tous les 3 mois depuis 2 ans. Et on voit bien que des fois, quand on travaille un peu sur les mêmes sujets, on compare les méthodes. Et puis finalement, on dit, voilà, quelle est la meilleure? Typiquement, on a dit, sur les questions d'adaptation, TACT était plus efficace que d'autres propres méthodes, on a pris TACT. Sur les questions de plantation, on a beaucoup travaillé sur les choix d'essence, effectivement, au CEREMA, avec un projet qui s'appelle Sésame. Là aussi, on a travaillé ensemble, on s'est dit, non, on prend Sésame. On essaye beaucoup de se rapprocher comme ça pour optimiser le service aux collectivités, tout simplement, et faire en sorte que n'importe quel maire qui souhaite faire quelque chose, on lui met en face, je dirais, tout notre savoir réuni, organisé, pour pouvoir vous répondre rapidement. Merci beaucoup. Alors, nous avons des questions. Monsieur ? Bonjour, donc je suis Gabriel Bertin, je suis le maire d'un petit village qui s'appelle Rivière, du Pas-de-Calais. Et donc, moi, je voudrais évoquer les problématiques d'inondation. Effectivement, donc, moi, j'y vais à fond. Je souhaite que nos communes du Pas-de-Calais et l'ensemble des acteurs, notamment de notre région, mais pas que, engagent des actions pour contrer, atténuer les phénomènes d'inondation. Mais pour ça, il faut travailler sur les causes. Alors, une des causes majeures connues par de très nombreux maires du Pas-de-Calais et également beaucoup d'habitants, c'est, je vais en citer 2, la disparition des prairies permanentes. La disparition des prairies permanentes qui ceinturent l'ensemble des villages, elles sont en train de disparaître. La loi ZAN nous impose de ne pas consommer ces éléments pour urbaniser, mais nous n'avons, nous, maires, aucun pouvoir pour empêcher la destruction de ces prairies, pour en faire de la culture. Et la culture de céréales, de betteraves, et notamment le pire, c'est la pomme de terre, qui se rapproche des habitations. Donc ça, c'est un premier élément. Et donc ça, à mon avis, c'est un sujet qui doit être remonté très haut pour trouver des solutions pour le maintien de ces prairies qui sont essentielles. Avant de replanter, il faut préserver ce qui est capable de capter l'eau et bien sûr, et d'amener tous ces éléments de fraîcheur. Deuxième élément, et là qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est beaucoup plus fort, c'est la cause, c'est la façon de cultiver, de travailler le sol dans nos grandes plaines de culture. Nous, c'est 70% dans les Hauts-de-France du territoire qui est de la grande culture. Le sol des champs, dans les champs, et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie. Un sol qui a perdu les éléments du vivant a perdu 90% de sa capacité à absorber l'eau. Donc on a l'équivalent d'une imperméabilisation, d'une artificialisation du sol dans les champs. On parle beaucoup d'artificialisation et d'imperméabilisation dans les zones urbanisées, mais on ne parle pas suffisamment de la cause majeure de tous les phénomènes, qui est l'artificialisation, l'imperméabilisation, l'incapacité du sol des champs à absorber l'eau. Et ça, c'est un élément essentiel qui doit en faire engager des actions. Moi, je sais que j'interpelle les agriculteurs sur ce sujet. Voilà. Merci, monsieur. Madame ? Oui, question. Bonjour. Éléonore Slama, moi je suis élue à Paris. Merci à tous les intervenants parce que c'est très, très, très intéressant d'avoir déjà des retours d'expérience de terrain et puis aussi d'avoir des solutions qu'on ne connaît pas forcément. Donc merci pour ça. Moi je voulais aussi vous partager une solution qui concerne tous les territoires. Ça tombe bien, à la fois les grandes métropoles, les villes de taille moyenne ou même les zones rurales. Puisque vous parliez, chers collègues, de l'artificialisation des sols, c'est une question de bon sens. C'est la meilleure utilisation des espaces que nous avons déjà aujourd'hui. Et il se trouve que nous vivons au cœur d'un immense gâchis. Alors bien sûr, il y a la vacance, qui est un phénomène qui est connu et plus ou moins traité, mais il y a aussi et surtout la sous-utilisation massive et généralisée de nos mètres carrés. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en gros, nos écoles, nos bureaux, nos équipements publics ne sont même pas utilisés 20% du temps? C'est-à-dire que 80% du temps, dans ces espaces artificialisés, construits, eh bien, ils sont libres, ils ne servent à rien ni à personne. Et donc, déjà, peut-être changer de regard sur les mètres carrés qui nous entourent, eh bien, je pense que c'est quelque chose d'important. Et donc, moi, j'en ai fait un engagement fort.
Il se trouve que pour aller plus vite sur ces sujets, j'ai décidé avec un certain nombre d'acteurs et d'experts de créer un truc qui s'appelle l'Intensiscore. C'est quelque chose de gratuit, une plateforme en ligne, vous pouvez tous y aller. En répondant à quelques questions, vous pourrez avoir une idée objectivée de l'utilisation de vos bâtiments, de vos espaces, et puis surtout des clés pour agir, pour aller plus loin là-dedans. Donc n'hésitez pas, emparez-vous de ça, et ensemble, changeons de regard sur les mètres carrés qui nous entourent. Merci. Merci, madame. Élodie, un élément de... Oui, juste sur ce sujet, je vous invite à aller consulter Pas de vacances pour la vacance, qui est un commun. Donc un commun, c'est vraiment une ressource où chaque collectivité, chaque agent de collectivité, chaque élu peut participer et utiliser cette ressource. Donc madame, vous venez de présenter votre score, d'accord, sous la sous-utilisation, je vous invite vraiment à participer à ce commun Pas de vacances pour la vacance qui est cofinancé par l'ADEME. Merci Élodie. Monsieur le Président ? Oui, sur les deux questions, même sur l'ensemble du débat, moi je voudrais revenir sur trois choses très rapidement. La première, sur la question de la vacance, on a beaucoup parlé des cours d'école et en caricaturant, une cour d'école, c'est utilisé 2 fois un quart d'heure par jour, à peu près pour les récréations. J'exagère un petit peu, mais quand même, c'est globalement ça. Et donc, quand on traite cette question de végétalisation des cours d'école qui peut s'étendre à beaucoup d'autres choses, on ne peut pas traiter simplement la question de la désimperméabilisation. Et ça, c'est, je pense, l'une des fonctions qui fait que les élus, c'est des gens qui font de la politique et qui ne sont pas des techniciens, même s'ils doivent beaucoup utiliser ce que nous apportent les techniciens, c'est qu'on doit apporter des réponses globales. C'est-à-dire une cour d'école, bien sûr, ça va servir à traiter l'imperméabilisation, ça doit servir à changer de la vie de l'école, à l'apaiser, à faire que si on fait un jardin pédagogique, les enfants, alors plutôt dans les villes très urbaines, ils vont découvrir comment se poussent des légumes, par exemple. Ça va permettre aussi, justement, de dire la cour d'école, peut-être qu'elle pourrait servir autrement que ces 2 fois un quart d'heure, comment on l'ouvre. Et alors, ça nécessite quand même beaucoup d'aménagement pour intégrer tout ça. Et donc, il y a cette histoire de coût. Donc, vraiment, la question qui est importante, c'est d'avoir des solutions, mais d'avoir des solutions qui essayent de traiter l'ensemble des problématiques qu'on a à un moment dans une ville. Et puis, la deuxième chose, vis-à-vis de ce que dit le collègue du Pas-de-Calais, je pense que les problématiques sont différentes partout et qu'il est donc nécessaire d'avoir des réponses qui nécessitent, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut des bons diagnostics, pas le cabinet d'experts qui va nous ressortir un document de 100 pages dont les 75 pages c'est toujours les mêmes sur l'analyse de la ville, qu'on connaît tous, mais qui va vraiment poser les questions pour apporter les bonnes solutions. Et une fois qu'on a les informations, se pose la question, je ne reviens pas dessus, de la question du financement pour apporter des solutions, mais aussi la question de faire des choix. Parce qu'on voit bien qu'il y a des problèmes, des formes industrialisées, je vais dire, d'agriculture ont des conséquences lourdes sur les inondations, sur la gestion de la température, sur la gestion de la biodiversité, mais on se trouve face à un certain nombre d'intérêts contradictoires, notamment des questions économiques. Et donc, cette question doit vraiment être traitée à un niveau, moi je pense qu'au niveau de l'État, je ne dis pas de façon critique, il faut qu'on traite la question de l'adaptation de façon plus globale et pas simplement en disant voilà quelles sont les solutions d'adaptation, parce que ça va nécessiter aussi un changement de modèle économique, de modèle d'aménagement, et donc tout ça, ce n'est pas des choses qui encore aujourd'hui, je pense, sont suffisamment prises en compte. Et on ne se passera pas d'associer les habitants puisque, comme l'a rappelé M. Bouillon, les collectivités n'ont pas la maîtrise sur la majorité de l'espace sur lesquels elles sont en responsabilité. Et donc, l'adaptation sur 20% du territoire, ce n'est pas suffisant pour adapter la ville ou la commune. Monsieur Bouillon, un mot. Alors, on arrive à la fin de ce débat, donc un mot à chacun d'entre vous, un mot rapide, s'il vous plaît. Un mot rapide qui rebondit sur la présentation de Pas de vacances, etc. En fait, la question, c'est comment on utilise mieux le potentiel que la ville existante nous offre.
Parce que comme on renouvelle nos tissus urbains que de 1% par an, en fait, dans 20 ans, il y a des 80% de la ville qui est déjà là, qui n'aura pas de projet, qu'il faudra adapter. Alors aujourd'hui, on a le bénéfice d'outils nouveaux qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser, comme par exemple la lecture algorithmique des pixels des photos aériennes, qui nous permettent de connaître de quoi est constituée nos villes. Alors, dans certains cas, ça permet d'intensifier la chronotopie des bâtiments, etc. Dans d'autres cas, par exemple, nous, pour les solutions végétales, on est capable de repérer avec de la lecture algorithmique où se situent les micro-projets permettant d'infiltrer l'eau de pluie, combien d'eau de pluie on va infiltrer, combien d'arbres on va pouvoir faire pousser, etc. Donc, quels sont les bénéfices. Et on est capable de classer chaque parcelle cadastrale avec un indice de facilité qui permet de dire que cette parcelle cadastrale va pouvoir accueillir très facilement, moyennement facilement ou difficilement ces micro-projets qui pourraient non pas remplacer un projet global, je suis bien d'accord, mais qui permettrait en tout cas de préserver la ressource en eau, planter des arbres et donc commencer à rafraîchir. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais ce qu'on constate, et moi je conclurai là-dessus, c'est que finalement, cette nature infrastructure qui s'invite en ville et qu'on va planter demain pour des fonctions techniques de rafraîchissement, d'infiltration, etc., c'est une nature qui devient assez technique. Et franchement, il y a beaucoup de professionnels. Moi, je représente Valor, c'est tous les professionnels du végétal. On a 200 000 emplois, 50 000 entreprises. Il y a beaucoup de gens, de femmes et d'hommes qui réfléchissent à ces questions-là depuis des années. Et d'ailleurs, on va tous dans le même sens avec le CEREMA, avec Plus fraîche ma ville, etc. Vraiment, regardez la nature différemment. Regardez-le comme un avenir technique de nos villes. Voilà. Merci. Monsieur Géroncel. Bien, merci donc de me redonner la parole. Moi, je voulais simplement faire passer le message suivant, c'est de dire que quand on réalise des projets qui améliorent bien sûr la situation donc, des habitants, c'est surtout également faire partager que c'est aussi créateur d'emplois. Je prends un seul exemple. Faire du solaire, y compris chez les particuliers. À La Réunion, nous avons aujourd'hui 150 000 chauffe-eau solaires sur les toitures, et y compris sur les toitures des logements collectifs. Eh bien, faire ça, ça permet également de créer de l'emploi local. On ne peut pas délocaliser cet emploi-là. C'est de l'emploi local et c'est surtout création d'activités et en même temps fait une très bonne chose pour la planète. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, monsieur Moutet. Oui, très, très instructif cette table ronde. Juste pour dire qu'on parle beaucoup de budget, mais il y a des choses qu'on peut lancer et qui coûtent pratiquement rien. Juste décrouter, enlever le bitume autour de nos arbres. Nos services techniques sont capables de le faire et franchement, nous on est en train de le faire là, ça coûte rien quoi. Voilà. Donc on parle toujours de budget. Moi je pars toujours je prends toujours le principe à l'envers. Je parle jamais de chiffres, j'en parle à la fin. Et après ça me donne toujours mon cahier des charges ou ce que je peux faire ou pas. Concernant le fond vert, je ferai pas de commentaires parce que je ferai pas de commentaires. C'est très dur à avoir. C'est beaucoup de promesses. Bon, je rentrerai pas dans le débat, mais certes, il faut que ça reste. Il faut qu'on ait des budgets parce que, comme on a dit, de faire du vert, ça coûte cher. Et surtout, adapter nos PLU. Ça part de là. Être visionnaire, mais attention, pas à 50 ans, parce que le boomerang, on ne le voit pas revenir et ça peut faire très mal, mais 20-25 ans, je pense que c'est faisable. Voilà. Sinon, pour rebondir sur autre chose, non, ça devrait aller. Voilà. En tout cas, merci. Merci. Élodie ? Alors, rapidement, n'attendez pas la prochaine vague de chaleur pour passer à l'action. Il n'est pas trop tard. Rejoignez-nous sur Plus fraîche ma ville. Et surtout, je tiens à préciser qu'un bon nombre de solutions d'adaptation au changement climatique, mais aussi à la surchauffe urbaine, vont aussi contribuer à la lutte contre les inondations, notamment sur la désimperméabilisation. Donc, rejoignez-nous. Monsieur Berthaud, avant de laisser le mot de la fin au président. En fait, moi, je suis comme le président. Je pense qu'on a bien vu des solutions techniques, on en a plein partout. Je crois que le sujet, c'est effectivement systémique. Et si j'avais le mot de la fin, c'est de dire, pensez votre ville pour dans 30 ans.
et pas en fonction du climat d'il y a 30 ans. Voilà, je crois que ça se résume à ça. Et en fait, dès l'instant qu'on se met dans cet état d'esprit, les solutions, on les trouvera, la façon de faire, tout sera différent, mais ça fonctionnera. Alors, il y a en ce moment une consultation publique sur le plan national d'adaptation au changement climatique et vous êtes tous invités à donner votre avis en ligne sur ce plan qui concerne tout le monde. Et à l'AMF, nous, on organisera une réunion, une visio sur le sujet, bien sûr. Monsieur le Président, conclusion ? Moi, je ne rouvrirai pas le débat parce qu'on voit que c'est un débat qui peut être compliqué. Je voudrais simplement, en tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que ce débat était utile et qu'il doit se poursuivre parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et je voudrais terminer en remerciant toutes et tous les participants qui ont permis de le réunir et remercier Gwenalla Stéphan de l'avoir animé brillamment en respectant le temps avec les gens qui étaient autour de la table. Ce n'était pas gagné d'avance. Merci.